Bon, je m'appelle Mamadou Bari, je suis expert comptable. Je suis inscrit au tableau de l'ordre depuis 1985 et j'exerce donc les professions d'expert comptable, de commissaire aux comptes et d'auditeur financier et comptable. Exactement, c'est un ouvrage dont on parlera tout à l'heure, mais disons que de par ma profession, je me suis aperçu qu'au niveau du conseil d'administration, il y avait beaucoup de manquements, beaucoup de dysfonctionnements. C'est ce qui m'a amené à écrire ce livre-là pour aider les membres du conseil d'administration à exercer leur rôle. Alors, je dois d'abord dire, avant de vous définir le rôle du conseil d'administration, que dans l'imagerie populaire, les gens pensent que le conseil d'administration est un organe de sinécure, un organe de tout repos, alors qu'il n'en est rien. C'est un organe vraiment dont le rôle est essentiel dans le contrôle de la gestion exercée par le directeur général. Donc, contrairement à ce que les gens pensent, il y a une lourde responsabilité qui pèse sur les conseils d'administration et on doit mettre dans ces conseils des personnes qui sont qualifiées, donc qui ont un certain niveau et qui connaissent les rouages un peu de la gestion de l'entreprise. Alors, donc pour vous parler, répondre plus précisément à votre question, le conseil d'administration est chargé de contrôler la gestion mise en œuvre par le directeur général. Donc, les textes mettent à leur charge le contrôle de la gestion et ensuite, après avoir contrôlé cette gestion-là, ils peuvent rendre compte aux autorités donc étatiques, notamment au ministère de tutelle technique et financière, et même dans certains cas rendre compte au président de la République des manquements qu'ils ont constatés dans la société. Merci madame pour cette question, parce que c'est une question très très importante. Il faut dire que les conseils d'administration n'exerçaient pas réellement le rôle que les textes leur assignent. Bon, dans l'ancienne gestion, on avait des conseils d'administration, où les membres n'étaient pas tellement formés, n'étaient pas tellement rompus à la gestion de la société. De l'autre aussi, ils fermaient un peu les yeux sur les dérives des directeurs généraux. Par exemple, pour parler de votre exemple d'effectifs pléthoriques, les directeurs généraux avaient tendance à recruter sur des bases de partis. On est dans le même parti, donc on peut embaucher. On est du même terroir, donc on peut embaucher. On a des relations de parenté, donc on peut embaucher, etc. Alors, normalement, les textes disent qu'en fait, avant de recruter, le directeur général devait soumettre au conseil d'administration la politique de recrutement. Quelle est sa politique? Et ensuite, avant tout recrutement, devait soumettre le plan de recrutement au conseil d'administration pour être avalisé. Tout ça antérieurement n'a pas été fait. C'est ce qui explique que les recrutements ont été très très massifs et ont surchargé la société. Et ce qui est grave dans le recrutement des personnels pléthoriques, c'est que le personnel, une fois qu'il est en place, qu'il a un contrat, il est difficile de s'en séparer. Ou bien si on s'en sépare, on doit payer des indemnités et ce qui vient alourdir un peu les charges de la société. Donc, le conseil que je lance, par exemple, au nouveau conseil d'administration, c'est vraiment d'avoir un œil vigilant par rapport aux recrutements qui sont opérés par la direction générale. L'autre aspect que vous avez cité, effectivement, c'est les malversations. Alors, les malversations découlent du fait que les sociétés n'avaient pas un manuel de procédure. Ou bien ce manuel de procédure, même s'il existait, il n'était pas actualisé, ou bien le directeur général n'appliquait pas les procédures décrites dans le manuel. Donc tous ces facteurs ont fait que la gestion était un peu laissée à l'appréciation du directeur général et ça pouvait conduire effectivement à des malversations. Bon, je donne le cas de certaines malversations. Par exemple, vous avez lu dans la presse qu'il y a des cas de surfacturation, c'est-à-dire on contacte un fournisseur de complaisance qui surfacture et après on partage les montants de cette surfacturation avec la direction générale. Donc il y a les cas aussi de livraison fictive, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a aucune livraison, mais en fin de compte, la facture du fournisseur est réglée. Donc ça, ce sont les cas les plus patents de malversation. Alors, ce qui est dû à ces malversations, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas un manuel de procédure qui verrouille tout le système. Si on avait un manuel de procédure avec des procédures claires, applicables par tout le monde,
je ne dirais pas qu'on n'aurait pas de malversation, mais elle serait réduite vraiment à la plus simple expression. Bonne question aussi, madame. Les textes en eux-mêmes sont nécessaires, mais ils ne sont pas suffisants. On peut avoir des textes, mais si les personnes qui sont chargées d'appliquer ces textes ne le font pas, les textes vont tourner à vide. Donc les textes ont beau être performants, si au niveau des personnes qui doivent animer ces textes-là, qui doivent les mettre en application, on n'a pas les personnes ressources idoines, ces textes-là ne serviront à rien du tout. Donc il est bon que des textes soient pris, et effectivement les textes qui ont été pris, pour répondre à votre question, renforcent le système de contrôle au niveau du conseil d'administration. Puisque dans les nouveaux textes, on a prévu que les conseils d'administration soient renforcés par des comités. Donc il y a d'abord le comité d'audit et il y a le comité de rémunération. Ces comités viennent en appui au conseil d'administration pour l'éclairer dans le contrôle. Parce que le conseil en lui-même ne peut pas être toujours à côté du directeur général, le surveiller, etc. Donc ce qu'il y a lieu de faire, et ce que les comités ont prévu, c'est que le conseil d'administration charge de ce comité-là d'exercer un contrôle sur la gestion de la société et ensuite de rendre compte au conseil d'administration. Donc en soi, c'est une bonne initiative, la création de ce comité. C'est une très bonne initiative. Bon, on a prévu aussi que la société mette en place un manuel de procédure. Comme je le disais tout à l'heure, ce manuel est très important dans la mesure où il décrit des procédures dans le détail qui ne mettront pas les directions générales en situation de gérer comme elles veulent. Donc, ce manuel de procédure-là aussi est prévu dans le cadre de la loi d'orientation et il doit être mis en place rapidement pour pouvoir dire au directeur général, voilà comment vous devez gérer, voilà quelles sont les procédures que vous devez respecter au niveau donc du manuel. Et ce manuel-là est un référentiel qui permet de mesurer si le directeur général a respecté les procédures qui sont édictées dans le manuel et éventuellement dans le cas échéant donc le récompenser, sinon le réprimander. Donc ce manuel de procédure, c'est comme si à la limite, je l'ai dit dans une émission, vous sortez de chez vous sans fermer les portes et les fenêtres. Ce manuel de procédure va servir à verrouiller le système au niveau de la société. S'il n'existe pas ou s'il est mal appliqué, les dirigeants au niveau de la société peuvent tout se permettre. Par contre, s'il est mis en place avec des procédures très claires, donc le directeur général aura moins de marge de manœuvre. Parce qu'on pourra lui dire, après, à la suite d'un contrôle, vous n'avez pas respecté, en prenant tel acte, vous n'avez pas respecté telle disposition du manuel. Donc, vous êtes fautif. Donc, ce manuel-là est un bréviaire qui est très, très important et qu'il convient de mettre en place assez rapidement. Alors, comme je l'ai dit, les nouveaux conseils d'administration ont des textes à leur disposition, mais il faut rapidement mettre en place un certain nombre d'actes. D'abord, au niveau des statuts des sociétés, il faudra les adapter au statut type qui a été élaboré dans le cadre d'un décret d'application. Il faut que les statuts actuels soient harmonisés avec les dispositions du décret d'application. Ça, c'est une première chose et c'est très urgent. Il faudrait aussi qu'au niveau du conseil d'administration, on puisse très rapidement élaborer ce que j'appelais tout à l'heure un manuel de procédure. Les manuels de procédure peuvent exister actuellement au niveau de la société, mais il est bon d'en faire actuellement une revue critique. Est-ce que ces manuels sont toujours d'actualité? Est-ce qu'il n'y a pas lieu dans le manuel de reformuler certaines procédures? Est-ce qu'il ne faut pas ajouter d'autres procédures? Est-ce qu'il ne faut pas supprimer certaines procédures qui ne sont pas devenues opérationnelles? Donc la deuxième tâche, après avoir mis en harmonie les textes, les statuts, après avoir créé les comités d'audit et le comité de rémunération, il faudrait donc qu'on se penche sur les manuels de procédure. Et il faut en faire une revue. Maintenant, je pense que les conseils d'administration, dans cet aspect des tâches qui leur sont dévolues, peuvent recourir à l'ordre des experts comptables. Parce que l'ordre des experts comptables est très versé dans le domaine des manuels de procédure. Donc, dans un premier temps, pour faire l'inventaire un peu des manuels existants, il faut recourir au service d'un expert comptable qui va donc dresser l'état des lieux
qui va dire, bon, voilà ce que j'ai trouvé au niveau du manuel existant, voilà les manquements, voilà ce qu'il faut combler comme manquement, voilà ce qu'il faut ajouter comme procédure, voilà ce qu'il faut supprimer comme procédure. Donc, il faudrait que cela soit fait dans les plus brefs délais pour que le conseil soit opérationnel. Donc, et un instrument sur la base duquel il peut maintenant juger la gestion du directeur général. Donc, c'est la deuxième tâche prioritaire. Donc, après avoir harmonisé les textes, mis en harmonie les statuts avec les textes, les nouveaux textes, il faut très rapidement se pencher sur le manuel de procédure parce que c'est ça qui va permettre d'avoir un référentiel pouvant mettre le conseil d'administration en situation de contrôler la gestion de la société. Les textes sont là, les textes sont bons, les textes qui ont été produits sont bons, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait que les personnes dans le conseil d'administration chargées d'appliquer ces textes soient formées. Si je vous donne un exemple d'un conseil d'administration, on peut avoir un conseil d'administration où tout le monde n'est pas rompu aux techniques comptables ou aux techniques de contrôle. Donc, normalement, on doit les former à ces techniques de contrôle. Alors, l'ouvrage que j'ai produit vraiment vient combler un vide. Parce qu'il détaille toutes les techniques de contrôle que les conseils d'administration doivent mettre en œuvre. Il les met aussi en situation de pouvoir lire un bilan. Parce qu'il y a des conseils d'administration où les membres composant ce conseil ne sont pas en situation de lire un bilan. Alors que le rôle est très important. À un moment donné, ils doivent approuver ou arrêter les états financiers qui sont produits par la direction générale. Donc, dans l'ouvrage aussi, j'explicite un peu le bilan et le compte de résultat. Comment il faut le lire de manière très simple, n'est-ce pas? Donc, ensuite, j'initie les administrateurs aux techniques de contrôle. Comment ils doivent contrôler la gestion. Et c'est fait dans un vocabulaire très simple, accessible à tout le monde. Alors, j'ai des premiers échos de l'ouvrage que j'ai placé auprès de certains conseils d'administration. Vraiment, je n'ai que des éloges. Les gens disent que vraiment, cet ouvrage-là les a mis en situation de comprendre beaucoup de choses. Il y en a même un qui m'a dit, moi, actuellement, c'est mon livre de chevet. Je l'ai dans ma voiture, je l'ai chez moi quand je dors, etc. etc. Et donc, j'invite vraiment les membres des conseils d'administration, les autorités du secteur parapublic, à s'approprier cet ouvrage-là et à le diffuser dans une grande échelle. Alors, le mot de la fin, c'est d'inviter vraiment les nouveaux membres du conseil d'administration à s'atteler à la tâche. Éviter les errements qui ont été constatés par le passé, faire en sorte que la gestion de la société par le directeur général soit une bonne gestion, une gestion correcte. Parce que nous sommes dans un pays où les ressources sont très rares, il n'est pas concevable que les sociétés du secteur parapublic soient toujours dans le rouge, que ces sociétés-là essuient toujours des pertes, parce qu'on ne peut pas toujours compter sur l'État pour des subventions d'exploitation ou des subventions d'investissement. Donc il faudrait que les équipes en place vraiment s'attellent à redresser les gestions antérieures. Voilà le mot de ma fin.